Fin 2016. Déjà? Oui. Eh ben, il n'est pas bien distribué. Hein. On va tenser la maison d'édition. Hein. Non, en principe, il est bien distribué parce que moi, j'ai des échos un petit peu de toutes les régions d'Algérie. Oui. On le trouve dans les librairies. Oui, j'ai des étudiants et des étudiantes qui l'ont pris comme sujet pour leur fiche de lecture ou leur sujet de recherche. C'est bien ça déjà. Eh ben, il y a des étudiants qui ont interagi avec moi à travers ma page Facebook à partir de Annaba, d'Oran, de Mostaganem, d'Alger, de Médéa. Votre page Facebook, il faut taper quoi? Fodel Slim, tout simplement. Fodel Slim, tout simplement. On peut réagir, on peut donner des avis, on peut noter, on peut laisser des messages et il n'y a pas de problème. Alors, oui, effectivement, premier roman, mais vous aviez écrit par le passé 2 ouvrages qui sont des recueils poétiques, Errance et Les Vers fanés. Les Vers fanés, oui. Tout de suite avant le roman, il y avait eu Les Vers fanés auprès d'un éditeur français. J'ai depuis résilié et je le publie sur Amazon. Errance est venu en 2017, donc il a été publié après le roman. Je précise que pour les recueils de poèmes, ils sont pour le moment publiés sur Amazon. Ils ne sont pas publiés à compte d'éditeurs. Donc, appel à nos éditeurs algériens. Oui. Vous êtes libre de droit pour faire éditer ces 2 ouvrages en Algérie. Libre de droit pour les recueils de poèmes. Et bien voilà, donc avis aux éditeurs amateurs de poésie. Absolument. Peut-être que tout à l'heure on en lira un de poèmes pour vous faire connaître aussi en tant que poète. Il n'y a aucun problème. Alors, le serment par le sang. On verra que c'est un chapitre consacré, qui est le titre éponyme du roman, n'est-ce pas, où un peu c'est le central de votre roman, puisque c'est ce serment-là qui va déterminer une partie du passé, et une partie du présent, et peut-être même une partie du futur de votre personnage, on pourrait dire, qui est le narrateur, personnage principal, Rachid. Absolument. Justement, ce serment va permettre à Rachid, qui a connu 2 drames, qui a côtoyé par 2 fois la mort, il s'en est sorti. Ce serment qu'il a fait donc à sa femme quelques minutes avant un accident, un dramatique accident donc qu'il a emporté, va lui permettre de tenir le coup et de ne pas sombrer complètement. Et de tenir sa promesse aussi. Absolument. Pendant 10 ans, il a tenu sa promesse pendant 10 ans. Il a fallu un rêve prémonitoire pour lui permettre de se défaire justement de cette promesse tout en ayant... Très belle description, ceci dit, très belle description de ce rêve dans votre roman, comme un ange descendu du ciel, sa femme, sa défunte femme, Souad, va venir le visiter et lui faire passer un message, mais comme il est dans une sorte de monde halluciné, il se dit, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que je me suis inventé cette histoire? Absolument. D'ailleurs, après, quand il va se recueillir sur sa tombe, il l'entend donc qui lui parle, qui lui dit pour un petit peu le libérer justement de son serment, parce qu'il venait de rencontrer... Est-ce qu'il le libère de son serment? En réalité, puisqu'elle a disparu, puisqu'il n'est plus, en fait, elle lui dit, ce serment, je t'en libère pas, mais je sais que tu continueras toujours à penser à moi, que je serai ton grand amour, mais il faut que tu vives. Bon, le serment qu'ils se sont fait donc sur l'autoroute d'Oran, c'était le suivant, c'est qu'ils soient fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort. Bon, mais il lui dit, me concernant, si jamais tu meurs le premier, moi je serai fidèle, je ne connaîtrai pas d'autre homme. Je ne referai jamais ma vie. Voilà. Mais si jamais c'est moi qui venais à mourir la première, je te permets de refaire ta vie à une condition, laquelle, elle lui dit, à condition que la femme qui viendra après moi, que votre amour soit presque aussi fort que le nôtre. Alors il lui dit,
Je n'ai pas de balance de l'amour. Comment je saurais que cet amour sera, en riant bien sûr, Oui, parce oui, que tout ça, c'était il était à milieu de s'imaginer que 10 minutes après ça allait être sa vie va basculer. Le drame, que sa vie exactement allait basculer, et lui dit, en lui plaçant le doigt sur la bouche, son doigt encore immaculé de sang, il lui dit, je te dirai après. 10 minutes après, c'est le drame, elle est sur le point de mourir. Et lui dit, je te dirai dans ton rêve. Sur le moment, il était affolé, il savait pas ce que ces paroles voulaient dire, mais par la suite, pendant 10 ans, il est resté donc fidèle à sa femme, il n'arrêtait pas de ressasser ça, et il s'est rendu compte, finalement, de la signification de ces paroles. Je te dirai dans ton rêve. Et quand il a eu son rêve, il s'est rappelé, et il a compris que c'était comme une libération par rapport au serment qu'il lui avait fait. Mais Souad, sa femme, quand elle juste avant de mourir, elle lui fait ce serment par le sang, elle demande de faire ce serment par le sang, c'est 10 ans après qu'elle vient en rêve pour lui dire oui, je te confirme que tu peux refaire ta vie. C'est comme si elle lui demandait une sorte de période probatoire de fidélité, non? Je ne sais pas. De toute façon, elle aurait pu intervenir un peu avant, non? Non, lui, malgré donc ce rêve prémonitoire qu'il a fait, là où elle pensait le libérer, il dit à Souad, je dois avoir une confirmation. Ouais. Et elle panique parce que juste avant, elle lui avait dit, si je dois refaire ma vie, ce sera soit avec l'homme qui a vu mourir mon fiancé ou avec personne d'autre. Parce qu'il a perdu son fiancé Karim, comment on le verra. Alors il y a une phrase qui revient chaque fois, pas tant que ça. Pas aussi tant. Hein? Pas aussi tant. Je te permets presque autant. Voilà, presque autant. Et lui dit parce que autant que nous, c'est impossible. C'est impossible. Il faudrait que la femme qui viendra après moi t'aime presque autant que je t'ai aimé et que toi tu l'aimes presque autant de la même manière. Ah, quand même. Et voilà, je vous l'ai dit, et il lui demande comment je vais évaluer ça. Je n'ai pas de balance de l'amour, donc il lui dit je te dirai après. Et par la suite, quand il était sur le point donc de mourir, il lui dit je te dirai dans ton rêve. Et effectivement, elle est venue dans son rêve, un autre rêve, et lui dit avec Souad, c'est presque autant. Et en se réveillant, il se trouve devant un dilemme. Soit, c'est-à-dire rompre, si vous voulez, le serment qu'il a fait à sa femme, ou écouter donc son cœur et aller vers répondre à l'attente de Souad. Alors on va voir qui est cette Souad. Je sais pas pourquoi j'ai appelé sa femme Souad tout à l'heure, c'est Kalima. Sa femme, c'est Samira. Samira, pardon. Samira. Je confonds avec un autre personnage. Va être sa deuxième femme. Il va l'épouser à la fin du roman. Et puis, un autre personnage féminin, enfin, il y en a d'autres, Kalima, qui est l'amie de Souad. La cousine, sa cousine, amie, qui, malheureusement, puisque votre ouvrage se situe à un moment donné, en pleine période du terrorisme, il est à Paris, et cette Kalima va être défigurée. Va être victime, absolument. Il y a 2 inconnus qui lui jettent de l'acide dans la rue d'Idouche Morad. Elle avait cru reconnaître un des agresseurs comme étant un prétendant. Un amant est conduit. Voilà, exactement, un prétendant qui n'avait pas accepté. Mais il n'y avait pas de preuves, donc... Donc malheureusement, elle va être obligée d'aller en Tunisie pour faire une opération de chirurgie esthétique. Qui réussit, heureusement. Voilà. Alors, d'autres personnages féminins dans votre ouvrage, qui sont haut en couleur, il y a la mère, Rachid, sa mère, la femme, absolument, qui a tout pris en charge toute sa vie, puisqu'elle est veuve. Elle est veuve, elle a été en même temps la mère et le père de Rachid. Elle représentait tout pour lui, et elle a une patience infinie avec lui. Elle l'écoute, elle n'a jamais essayé de lui imposer quoi que ce soit.
Il a fait avec lui le psy, donc il lui a donné de l'affection, il lui a donné tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'une mère pouvait donner donc à son fils, et plus que ça encore. Ah oui, mais parce que quand même, quand on revient, parce qu'il y a des allers et retours dans votre roman For the Slim, j'en rappelle le titre Serment par le sang, édition Talantikit, on revient, parce que votre livre n'est pas écrit de façon chronologiquement linéaire, absolument. Donc il y a des flashbacks, et à un moment donné, il parle, parce que c'est lui, c'est Rachid, le narrateur, qui parle, lui, de sa vie, de parties, des portions de sa vie, et comme ça on peut le lectrice ou le lecteur reconstruire un petit peu son monde, à coup de tiens, je vais chercher un morceau de puzzle par là, tiens, je vais marcher un morceau de puzzle par là, et puis on voit que cette mère, lui, il est né dans un petit village, un hameau pratiquement, paysan très pauvre, en Kabylie, donc elle l'amène quand même à devenir un ingénieur. Quel parcours pour une femme veuve, toute seule, qui est une femme qui vit un peu de ses olives, de la cueillette des olives, et puis parce que son mari avait émigré en France. Bon, il a cette petite pension, parce qu'il est décédé, on lui envoie sa pension comme ça, donc elle vivote de ça, elle arrive quand même à faire que son fils soit pas n'importe qui. Absolument, un ingénieur qui Babzouar. Qui a fait, ce n'est pas n'importe quelle école, il avait fait Babzouar et l'école polytechnique à l'époque, parce que à l'époque, le tronc commun a été fait, c'était donc la fin des années 70, le Polytechnique, pour y accéder, il fallait passer par Babzouar pour les 2 années de tronc commun. Ensuite, il a fait sa spécialité. Vous connaissez bien ça, vous, parce que j'ai fait Babzouar et Polytechnique. Oui. Et à cause de ça, beaucoup me demandent si c'est pas une partie de votre vie. Absolument, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est ni une fiction, ce n'est ni une autobiographie, là, vous avez fait un lapsus révélateur. Ce n'est pas une fiction, c'est pas du tout imaginaire, c'est ma vie, mais je ne dirai pas. Bon. Non, ma femme n'est pas décédée. Alors, je n'ai qu'une femme. Rachid Slim, For the Slim. Non, je plaisante, bien évidemment. Alors, il y a elle, il y a donc, on a vu Karima, il y a aussi un autre personnage féminin dont on parle peu. Nadjohra. Oui, Nadjohra. La mère de Karim, oui. La mère de Karim, qui est décédée dans les bras pratiquement de Rachid, lors d'une mission. Non, Karim, oui, Karim, absolument. Ça y est, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure hors antenne. Les auteurs oublient leurs personnages. Non, je pensais je pensais que vous parliez de Nadjohra. Donc vous parlez de Karim, effectivement. Non, mais Nadjohra, c'est la mère de Karim, non? Oui. Je me trompe. Oui. Vous avez dit la mère de Karim qui? Moi, pour moi, il sera rapporté à Nadjohra. C'est dommage, vous l'avez pas beaucoup développé, votre roman, Nadjohra. Vous savez, au départ, je voulais le publier en 2 parties, en tome 1 et tome 2. Donc, d'ailleurs, le roman, avant de le publier chez les éditions Talantikit, je l'avais publié auprès d'un éditeur en France, les éditions du Net. D'accord. Et le roman s'arrêtait au chapitre Inamenas. J'ai fait une chute ouverte. Et je devais donc... et pourquoi faire... Si vous voulez, moi, d'abord, l'éditeur m'a dit que... donc, monsieur Salah Talantikit, que je salue à l'occasion, m'a dit que les lecteurs préfèrent des fins heureuses. La deuxième chose, moi, avant de m'engager dans l'aventure de l'écriture, c'est mon premier roman. J'ai cherché sur le net, j'ai essayé de voir l'avis de spécialistes, et tous sont unanimes pour dire que pour un premier roman, il faut éviter d'abord de faire un roman volumineux, fleuve. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de le faire en plusieurs parties, parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce que le public ou le lectorat va réserver. Donc, comme accueil à ce roman, et si jamais c'était un fiasco sur ce plan-là. Tout en respectant notre ami Talantikit,
Non, je pense pas. A posteriori, maintenant, oui. Mais moi, il y a d'ailleurs des lecteurs qui ont interagi avec moi, donc par l'intermédiaire de ma page Facebook. L'un d'eux particulièrement, il m'a reproché de ne pas avoir assez développé la suite, justement, ce qui est venu après. Oui. Ça dit l'histoire. Ah oui, parce que ça finit, on se dit, bon, il va y avoir une nouvelle histoire. Absolument. Ils vont avoir des enfants, ils vont se marier, avoir des enfants. Voilà. Donc on peut se poser la question. Voilà. Et puis la mère est toujours vivante. Oui. Non? Hein? La mère de qui? La mère de Rachid est toujours vivante. Elle vit avec eux. Elle est toujours vivante. Elle vit avec eux. Oui. Je crois que c'est sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de Souad qui est décédée. La mère de Souad qui est décédée exactement donc lors de l'explosion. Alors ça, c'est aussi un autre personnage féminin intéressant. Oui. Et malheureusement, là aussi, je trouve peu développé. Oui, il y a deux raisons à ça. La première, c'est comme je vous l'ai dit, donc je ne voulais pas. Donc la deuxième, c'est que pour moi, le personnage principal, l'histoire d'amour réelle, ce n'est pas celle avec Souad, malgré que ce soit... Bon, non, c'est avec Samira. C'est Samira. Ouais. Donc, la partie qui est réservée à Samira est assez développée. Non, mais moi, Fodé Slim, je vais vous piéger, vous allez avoir des problèmes pour le 8 mars. Parce que, on va voir que Samira, donc, le grand amour. À propos du 8 mars, je vous invite j'ai fait en 2003 un poème que j'ai appelé Hymne aux femmes, qui est dans le premier recueil. Je vous invite à le lire. Avec Ce plaisir. sera un cadeau gracieux à toutes les auditrices de la chaîne. On va s'y atteler. Alors, mais parce que si je vous dis ça, parce qu'à un moment donné, on va pas évidemment développer, il faut laisser un petit peu quelque part d'ombre pour que nos futures lectrices et lecteurs découvrent dans votre livre Fodé Slim, Le serment par le sang. Il rencontre à l'université, tout à fait par hasard, cette pétillante Samira, qui elle est issue d'une famille très aisée, vit dans un très beau quartier, dans une belle villa. Son père est médecin, je crois. Oui, il est médecin. Sa mère est institutrice, mais elle travaille beaucoup dans des associations caritatives, des organisations, etc. Ils sont très très à l'aise. Hein. Vous décrivez avec beaucoup d'attention et beaucoup de précision Ami Salah, c'est-à-dire le père. Absolument. De Samira. C'est une stature, c'est aussi une icône dans le roman. Et puis sa femme, hein, la mère de Samira, hein, bon, à part quelques bijoux clinquants, on la voit pas beaucoup. Hein. Oui. Ah mais je vous taquine là. Oui. Ami Salah, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est une vraie icône. Ah oui. Il était médecin donc en France, il exerçait en France et il a rejoint la Révolution, donc il a rejoint les camps de réfugiés en Tunisie, où il s'est attelé donc à soigner les combattants de l'ALN. D'ailleurs, là, il a soigné aussi quelques militaires français qu'il a retrouvés par la suite lors d'une réunion. Qui sont devenus ses amis. Et puis, il avait beaucoup d'amis parce qu'il a fait ses études en France. Absolument. Il avait beaucoup d'amis, notamment par les Français qui ont rejoint les réseaux Janson, les porteurs de valises. Absolument, les porteurs de valises, voilà. Et donc, c'est un véritable personnage. Absolument. Alors, d'ailleurs, si vous permettez, d'ailleurs, Rachid lui voue une admiration. Ah oui, pour lui, il idolâtre. Pour lui, c'est le père qu'il n'avait pas eu, qu'il n'avait pas connu. Un personnage très ouvert d'esprit, intelligent, raffiné. C'est vraiment quelqu'un. Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie, on verra, mais pour l'annoncer, cette deuxième partie, parce que nous arrivons déjà au terme de la première partie de l'émission, ce qu'on appelle la période parisienne de Rachid. Voilà. Et pour l'annoncer, puisqu'il adorait une chanson et il aimait bien vivre cette vie qu'on appelle la vie de bohème. Alors on va écouter Charles Aznavour à Bohème. Merci. C'est obligatoire, comme on dit. Merci beaucoup. Musique, Charles Aznavour, la Bohème.
Aznavour, La Bohème. Magnifique chanson que j'adore. Merci beaucoup pour ce Exceptionnel, cadeau. Je vous en prie, c'est moi. De toute façon, vous en parlez dans votre roman. Absolument. Puisqu'il y a un moment donné, on va pas narrer tout le parcours de notre ami Rachid, mais après la mort de son amour éternel, il va tenter de trouver un exutoire dans le travail et loin de tout ce qui peut lui rappeler sa femme. D'ailleurs, il n'ouvrira même pas la chambre nuptiale pendant des années. Pendant 10 ans. 10 ans, il veut pas rentrer, il veut pas rien. Il n'a jamais été sur la tombe de sa femme. Il n'a jamais. Bon, il ne veut pas la voir. Il n'est pas retourné dans la maison de ses beaux-parents aussi depuis qu'elle est morte. Ouais. Il ne savait même pas que sa belle-mère était décédée suite à une crise cardiaque en apprenant donc la nouvelle de la mort. Elle est morte de chagrin. Absolument. Il avait déjà le cœur fragile. Et c'est incroyable parce qu'à un moment donné, il dit mais pourquoi ma belle-mère m'en veut à ce point-là parce que dans l'accident qui malheureusement va voir la mort de Samira, lui il est blessé très grièvement, donc il va rester pendant des mois à l'hôpital. Il fait une grève de la faim pratiquement. Il refuse de parler. Mais il comprend pas pourquoi sa belle-mère ne vient pas le voir. Absolument. Il dit peut-être qu'elle me rend responsable de la mort de sa fille. Oui, il peut penser ça. Culpabilise. Et en fait, Absolument. c'est parce qu'il n'était pas au courant qu'elle était décédée. Absolument. D'ailleurs, il avait remarqué qu'elle était la seule à ne pas lui avoir rendu visite à l'hôpital. Son beau-père vient le voir. Alors qu'il y avait, comme il le dit, des processions de visiteurs qui ne connaissaient pas la plupart du temps. Mais je crois que tous ces gens-là qui venaient le voir à l'hôpital avaient compris le magnifique amour indéfective qu'il y avait entre lui et Samira, qui était quelque chose de... tous ses amis le regardaient avec beaucoup d'envie et de jalousie, des fois. Peut-être que c'est ça qui, malheureusement... Oui. Trop de bonheur tue. Absolument. Ça avait peut-être un petit peu défrayé la chronique. Allez, on va dire Khamsa fi Aini. Khamsa fi Aini. C'est jamais. Vaut mieux être un peu superstitieux. On ne sait pas. Alors, si on a mis La Bohème, c'est parce qu'à un moment donné, il va quitter même son travail dans le Sud, parce qu'il va travailler dans le Sud pour essayer... Ça va, il plonge dans le travail, etc. Puis à un moment donné, il en a marre. Et puis, il décide d'aller en France, de s'installer en France, qu'il connaissait déjà. Pour continuer ses études. Pour continuer, faire ses études. Voilà, exactement. Et donc, heureusement qu'il est accueilli par un ami. Martin, qu'il avait rencontré par hasard dans l'avion, voilà. Tout simplement. Et puis, voilà, il se dit, je m'installe à Paris, ça va. Et il retrouve ses souvenirs de jeunesse parisienne. Absolument. Et incroyable. Là, il va faire une rencontre inopportune avec cette fiancée qu'il avait juste entrevue, la fiancée de Karim, cet ami qu'il avait accompagné dans une mission dans le Sud et qui est mort quasiment dans ses bras dans une tempête de sable. Il avait aperçu sa fiancée quand il avait présenté ses condoléances à sa mère. Mais il sentait quelque chose. Absolument. Il s'est dit l'entrevue s'est passée de manière un petit peu magique. Il était là, il culpabilisait quand il est entré dans l'appartement. Nadjohra l'a pris dans ses bras. Elle sanglotait en silence. Et puis lui, à un moment, il s'est remémoré la scène, son ami. Il en était arrivé même à lui faire boire ses urines dans l'espoir de le sauver, mais c'était trop tard, il était tombé. Alors quand il s'est remémoré tout ça, il a éclaté en sanglots, et là c'est Nadjohra, c'est elle qui prend son foulard, elle essaie de lui essuyer les yeux, et c'est là qu'il voit derrière elle Souad. Donc il l'aperçoit comme ça. Il l'aperçoit, il se dit, et là je la vois. Ouais. Ça ne peut être qu'elle. Elle ne lui a pas été présentée. Non. Elle ne lui a pas été présentée, mais il se dit, ça ne peut être qu'elle, parce que son ami lui disait... parce que Karim lui en parlait beaucoup. Absolument, il lui disait, ma fiancée, c'est la plus belle femme du monde. Tu la voyais, absolument, il se dit finalement, il n'avait pas beaucoup exagéré.
Et le hasard des choses a fait donc qu'il a... Plusieurs années après. Oui. Il meublait un petit peu le vide de ses journées en allant se promener dans les endroits touristiques de Paris, notamment, il y avait la place du Tertre, juste derrière la basilique du Sacré-Cœur, là, justement, où son ami, il plaisantait avec son ami Martin. Il se faisait faire les portraits au ciseau par des artistes égyptiens. Et là, sur les chevaliers, il faisait mine à chaque fois de chercher quelque chose. Et quand Martin lui demandait quoi, il lui disait, cherche la bohème de Charles Aznavour. Voilà. Et là, il la reconnaît. Il dit, c'est pas possible. C'est Souad, la fiancée de Karim. Que fait-elle ici, etc. Elle lui raconte un peu tout, et puis ils se revoient petit à petit. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, mais lui, il est toujours dans ce serment par le sang, c'est-à-dire non. Peut-être qu'elle m'a demandé de refaire ma vie, elle me permet de refaire ma vie, mais non. Quand Souad, il avait invité, parce que entre temps il avait acheté un petit appartement au 18e arrondissement donc il vivait avec sa mère, et il a invité Souad à venir pour un dîner. Et Souad plaît tout de suite à sa mère d'ailleurs. Hein? Absolument. Tout de suite, elle dit, il y a une cette fille est pour mon fils. Peut-être que elle lui permettra de sortir la tête de l'eau. Absolument. Mais jamais elle ne lui force la main. Jamais. Très respectueuse. Elle lui dit juste, Souad, c'est une fille bien. C'est une fille bien. C'est une fille bien. Attention, hein. Absolument. Peut-être que tu n'en trouveras pas une comme ça. Et c'est-à-dire, elle essaie de lui faire oublier une chose qui est, parce que c'est quand même l'un des sujets principaux de votre roman. C'est comment peut-on faire le deuil d'une personne qui nous est si proche, hein, et il y a de très belles phrases dans votre roman, Fodil Slim, à la fin surtout, qui est pratiquement des phrases, je dirais, métaphysico-philosophiques, hein, non mais c'est vrai, sur quand, à quel moment peut-on faire le deuil de quelqu'un qui nous est si proche, un frère, une sœur, une femme, un mari, ou qui que ce soit, ou un ami très cher, etc. Eh ben, vous dites, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut faire son deuil, c'est-à-dire qu'il restera toujours vivant dans notre cœur, mais il faut pas oublier une chose, c'est que la vie continue. Absolument. Et c'est comme ça qu'ils auraient voulu que nous vivions, c'est-à-dire que on ne tombe pas dans la mélancolie, la tristesse et le regret éternel. Absolument. D'ailleurs, tout à la fin du livre, il dit « J'appréhende avec beaucoup plus de sérénité la mort. Tout a une fin. C'est la loi implacable de l'univers. » Heureusement qu'on n'est pas immortel, parce que le goût de la vie, hein, il n'aurait pas beaucoup de sel. C'est terrible, hein, si on était immortel. Bon, on se dirait, ce que je n'ai pas fait hier, je le ferai pas, je le ferai dans 20 ans. Dans un siècle. Dans un siècle. Je tomberai amoureux dans 10 siècles. Dans 1000 ans. Et puis on passerait juste à côté. Je passerais à côté de beaucoup de choses. D'énormément de choses. C'est ce qui fait le charme de la vie. Parce que c'est quand même ça votre roman, Le Serment par le sang. Hein. C'est parce que le chapitre le plus important, c'est justement ce serment par le sang, mais c'est bien un serment sur la vie et la mort. Comment peut-on accepter la mort? Parce que on a la vie. Il n'accepte pas quand il y a eu l'accident de Samira. Il dit pourquoi je ne suis pas mort. Oui, il dit il y a des morts 1000 fois plus douces que la vie. Il aurait aimé mourir avec Samira. Il aurait pu se tuer, mais il dit je suis contre le suicide parce que c'était un fan de Saint-Exupéry pour qui il vouait beaucoup d'admiration et de respect. Et quand il était dans la cité universitaire, il y avait eu beaucoup de suicides à l'époque. Et c'était Saint-Exupéry en quelque sorte qui l'avait sauvé. Et c'était devenu son livre de chevet. Il avait marqué une page spéciale là où il parlait justement de suicide. Il dit
Je me moque bien je cite bien sûr Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, il dit je me moque bien du mépris de la mort quand s'il ne découle pas d'une responsabilité acceptée, il n'est que signe de pauvreté et d'excès de jeunesse. Alors, oui, mais c'est pas pour rien qu'il lit cet ouvrage de Saint-Ex, parce que autant, je dirais, comme ça, au débeauté, l'un des plus beaux romans poétiques du monde, c'est Le Petit Prince de Saint-Ex. Le Petit Prince, absolument. Et l'un des plus beaux romans philosophiques sur les hommes, c'est Terre des Hommes. Terre des Hommes, qui est pourtant un roman peu connu de Saint-Ex. On connaît plus Vol de nuit, etc. Ouais, et tout ça, que Terre des Hommes, qui est une merveille. Absolument, absolument. J'ai adoré d'ailleurs. Je l'ai sur la condition humaine, qui est absolument renversant. J'ai toujours le livre. Vous avez toujours le livre. Absolument. C'est bizarre j'ai jamais compris une chose, c'est que très souvent on dit oui, Saint-Ex, il faut que ça soit lu par des adolescents. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout. Alors franchement, c'est passé à côté. J'éprouve toujours le même plaisir à le relire, et j'ai 62 ans. Je l'ai lu la première fois, je ne devais pas encore avoir 20 ans. Il y a deux romanciers, je ne sais pas pourquoi, ça a été classé comme ça, comme livre pour adolescents. Il y a Saint-Ex et Jack London. Ouais. C'est beau pourquoi Jack London, alors que si on lit Martin Eden ou Talon de Fer, etc., c'est pas du tout pour les adolescents, franchement. Non. C'est vraiment pas. Alors, c'est va-et-vient comme ça, parce que c'est comme un ballet, votre roman. Absolument, absolument. J'ai pas voulu écrire une histoire de manière séquentielle, j'ai voulu un petit peu faire travailler avec des flashbacks. Bon, le lecteur se trouve peut-être un petit peu dérouté, mais c'est voulu. Je veux faire interagir le lecteur et le pousser à réfléchir, à essayer un petit peu de s'investir dans cette histoire pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais à la fin, normalement... Si je m'étais permis comme ça, Faudé Slim, j'aurais... bien sûr que j'aurais jamais osé toucher votre titre, Le Serment par le sang, mais j'aurais mis entre parenthèses Le tourbillon de la vie. Parce que votre écriture, concernant... Parce que c'est lui le narrateur, oui, c'est lui qui parle, c'est Rachid. Oui. Il raconte son tourbillon de sa vie. À un moment donné, c'est virevoltant quand il rencontre Samira. C'est un ballet, c'est extraordinaire. Et puis, malheureusement, quelquefois, les pas de danse sont plutôt mortels. Absolument, absolument. Il nous reste juste une dernière petite minute. Je voudrais lire une poésie pour terminer, et on terminera ensuite en musique. Une de vos poésies, puisque tout à l'heure on évoquait le 8 mars. Eh bien, voilà. Vous avez écrit une très belle poésie concernant honneur aux femmes. Juste, si je peux vous parler des circonstances de l'écriture de ce poème, c'était oui, c'était en 2003 au lycée d'Erzaram Quran, justement. J'étais professeur en ce lycée. On devait organiser donc une réception en l'honneur de nos collègues femmes. Et j'ai demandé au proviseur qu'est-ce qu'on a préparé. Il me dit du couscous royal. Je dis non, comme cadeau. Il m'a dit rien. Alors j'ai fait ce poème pour mes collègues. Pas des fleurs. Elles ont beaucoup aimé. En plus, un couscous qui a dû être préparé par des femmes. C'est bien pour le 8 mars. C'est-à-dire, c'est les femmes qui travaillent pour commémorer leur journée. Voilà. C'est pas mal, ça. Voilà. Alors, cette poésie s'intitule Hymne aux femmes. Que dire aux femmes par cette journée du 8 mars de chaque année? Les mots me manquent. Pour vous chanter cet hymne à vous, bien mérité. Vous êtes la mère de nos enfants, vous êtes les muses de nos chansons, vous êtes nos rives des océans, vous êtes nos rêves et nos passions. On voudrait tant vous voir un jour briser les glaces de vos palais, jeter l'orgueil du haut des tours, venir à nous et sans détour. On vous offrirait des orchidées, des roses rouges et des genêts, des marguerites jamais fanées et des tulipes tout en bouquet. Sans vous, le jour serait la nuit et la joie de vivre mélancolie. Sans vous, le monde serait maudit et perpétuer la vie un interdit. Vous êtes patiente pour en confesser nos incartades et nos péchés, nos vices cachés et nos méfaits, nos vils regrets et nos ratés. Vous êtes si belle à regarder, élégante quand vous marchez,
le Dieu des cieux, par sa bonté, créa la femme pour nous gâter. Quand on est rude, vous êtes tendresse. Quand on est pauvre, vous êtes richesse. Dans nos déserts, vous êtes oasis. Et dans nos royaumes, des fleurs de lys. Quand cette journée, tous vos souhaits soient par les dieux vite exaucés, que vos tourments et vos soucis soient à jamais finis. Pani. Ah, merci. Merci pour cette magnifique hymne aux femmes. Voilà. Merci encore une fois, Fodil Slim. Je rappelle le titre de votre roman, Le Serment par le sang, édition Talentikit, Les Vers fanés, Errance, 2 recueils poétiques. J'espère qu'on trouvera bientôt en Algérie. On termine avec une chanson. Je vous ai choisi en hommage parce que c'est quelqu'un que j'adorais, France Gall, et qui a chanté une chanson sur justement, elle l'avait chanté pour Daniel Balavoine quand il était décédé, qui était son grand ami. Et cette chanson s'appelle Évidemment. Et c'est une très belle chanson. Moi aussi, j'adore France Gall. J'avais ses disques quand j'étais jeune. Vos vinyles. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Minuit sur Alger Chaîne 3, synthèse de l'actualité.